Non, non, je vais essayer de faire les deux. Alors, donc on dit que le président de l'Office, avant de prendre une ordonnance, va notifier la personne concernée, puis va lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. Donc, on comprend que le président ne va pas tout de suite émettre l'ordonnance. Il va aviser la plateforme, admettons, qui va lui dire enlève cette vidéo, admettons. Puis, si la personne n'est pas d'accord, il va avoir un délai de 10 jours pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord, pour présenter ses observations. Allez-y. D'une façon classique, là, on est en matière de droit administratif, puis c'est gouverné par la loi sur la justice administrative. Donc, je fais déjà un bémol d'entrée de jeu là, sur l'explication. Là, le paragraphe 2 dit « Toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige et afin d'éviter un préjudice irréparable ne soit causé au consommateur, le président peut d'abord prendre l'ordonnance, puis donner à la personne concernée l'occasion de présenter ses observations dans un délai d'au moins 10 jours. » Donc, dans ce cas-là, le président peut émettre directement l'ordonnance sans le délai de 10 jours au préalable. La loi sur la justice administrative, ce qu'elle prévoit, c'est que quand l'État va rendre une décision à l'encontre d'un administré, bien, il doit y donner un préavis raisonnable d'au moins 10 jours pour dire « Sachez que l'État a l'intention d'agir sur vous. » La loi sur la justice administrative, qui date de quoi, 98, probablement, prévoit ça. Nous, dans nos compétences, okay, puis c'est de la façon que le projet de loi a été construit, on met dans la loi sur la protection du consommateur le nul ne peut faire ceci, cela. Fait que ça nous donne une sanction administrative pécuniaire, sanction pénale, le bâton. L'innovation qu'on amène, c'est le pouvoir d'ordonnance pour les présidents d'organismes. Parce que c'est pas des juges, c'est des présidents d'organismes, puis ils sont régis en vertu du droit administratif. Donc, on n'a pas le choix de prévoir un préavis avant d'émettre une ordonnance, à moins que la situation l'exige afin d'éviter un préjudice irréparable. Concrètement, l'Office, généralement, appelle dès qu'il y a une plainte, dit « Écoutez, enlevez ça, voici ça contrevient. » S'il n'y a pas d'écoute, là, c'est à ce moment-là qu'il y a la sanction administrative, pécuniaire, il y a la sanction pénale, puis il y a le pouvoir d'ordonnance aussi. Mais tout ça après que l'entité ait eu les 10 jours pour présenter les raisons, par exemple, pour lesquelles elle ne voudrait pas l'enlever. Ça, c'est pour l'ordonnance. Pas pour le nul ne peut diffuser. Oui, OK. Donc, le pénal et la sanction administrative pécuniaire, il n'y a pas de délai. OK. Puis, tout à l'heure, vous avez mentionné vous avez donné des exemples de sanctions administratives, dissuasives, mais est-ce que ces montants-là sont inscrits quelque part dans le projet de loi? Oui, ils sont dans la loi, dans le fond, vu que c'est des pratiques interdites, ils sont déjà visés. Ah, OK. On va le voir un petit peu plus loin. Okay. Dans le fond, ils sont déjà inscrits dans la loi, puis on met des dispositions de concordance. OK, parfait. Et puis, toujours en 318.2, le deuxième alinéa, quand on dit toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige ou afin d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé au consommateur, qu'est-ce qu'on entend par préjudice irréparable dans ce cas-ci? Bien, c'est un préjudice qu'on ne peut pas nécessairement compenser par des dommages intérêts qui ne peuvent pas être qualifiés en argent nécessairement. Fait que s'il y a une situation d'urgence, puis une situation où vraiment une situation grave, à ce moment-là, il peut le faire, il peut émettre l'ordonnance directement. OK. Puis est-ce que pour statuer sur la gravité d'une situation, par exemple, est-ce que c'est en fonction de ce que Mais en fonction du cas qui est présenté devant le président. Oui, en fonction du cas, effectivement, mais le préjudice irréparable lui-même, y a-t-il un niveau de... Genre, c'est un préjudice irréparable qu'on ne peut pas compenser, mais est-ce que c'est un petit préjudice, un très grand préjudice? Est-ce que ça entre dans l'équation? Bien, le préjudice irréparable, c'est un préjudice où il y aurait une perte finale qui ne pourrait pas être réparé. Par exemple, si le président constate que les sommes seraient disparues à jamais, bien, effectivement, si c'est une grande fraude, supposons, puis que les sommes ne seraient pas possibles de récupérer en raison de où est-ce qu'ils sont transférés, le président pourrait se dire, bien, écoutez, je considère que c'est un projet irréparable, puis j'émets l'ordonnance tout de suite. Puis si vous voulez la contester, bien, vous aurez 10 jours après l'avoir émis.
Donc, ça pourrait être le préjudice irréparable, ça pourrait être une somme de 5 000 comme ça pourrait être 500 000. Effectivement. C'est ça. Mais c'est considéré... Il n'y a pas une gradation. Le 5 000 peut être un préjudice irréparable très grave pour un particulier. Puis le 500 000 être peut-être avoir moins d'impact sur la vie d'une personne qui est très fortunée, par exemple, ou même si le montant est élevé, là. Donc, alors le fait est que c'est un préjudice irréparable, ça ne dérange pas le montant, la valeur du préjudice irréparable n'entre pas en ligne de compte. La valeur n'entre pas en ligne de compte, c'est la situation qui doit être analysée. OK. Merci. Oui. Monsieur le député de Maurice-Richard, ça va? On lit le commentaire pour le 318.3? Oui, l'article 318.3 prévoit que l'ordonnance prise par le président doit être motivée et notifiée à la personne concernée. Est-ce que ça va pour ça? Pardon? Oui. OK, allez-y. Excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, j'ai une question. Oui, je lève la main comme à l'école, c'est pour ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, quand on dit l'ordonnance ou l'ordonnance modifiée, pourquoi modifier? Excusez-moi, j'ai raté quelque chose. La loi... Bien, si jamais le président corrigeait son ordonnance ou venait la préciser, à ce moment-là, il doit la resignifier. Okay. Dans le fond, c'est un principe, quand il y a une ordonnance qui a été mise à l'encontre d'un administré, si elle est modifiée, elle doit être renotifiée, au justiciable, à l'administré. Exact. Fait que c'est classique. Dans le fond, la disposition qui est là, elle est classique en droit administratif. Donc, tout simplement, si on envoie une ordonnance à une entité qui fait de la pub frauduleuse ou à Meta, il faut expliquer pourquoi. Exactement. Le commentaire pour 318.4? L'article 318.4 prévoit qu'une ordonnance déposée au greffe de la Cour supérieure a la même force exécutoire et le même effet qu'un jugement de cette Cour. Donc ça, c'est ce que j'exposais, dans le fond. À partir du moment où l'ordonnance est déposée au greffe de la Cour, l'ordonnance est signifiée, tout ça, et là, l'ordonnance, si elle est déposée au greffe de la Cour, bien, on peut citer la personne, physique ou morale, pour outrage au tribunal, comme si c'était un jugement de la Cour. 318.5. L'article 318.5 prévoit que le président directeur général de l'Autorité des marchés financiers exerce, à l'égard des manquements à l'article 238.1, relevant des lois qu'elle applique, les pouvoirs conférés au président par les articles 318.1, 318.2 et 318.4. Donc là, c'est lorsque ça touche les lois dont le président de l'Autorité des marchés financiers est responsable, il exerce les pouvoirs du président de l'Office. Donc quand ça touche le financier, c'est là qu'on voit que l'ordonnance, il tire ses pouvoirs de cet article-là. Dans le fond, c'est le miroir de ce que le président de l'Office fait en sa qualité de président de l'Autorité des marchés financiers. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur celui-là en particulier? Oui. Bien, en fait, oui, je comprends bien l'explication, le commentaire, mais je pense que c'est l'endroit où je peux poser cette question-ci. Dans les mémoires, on a insisté pas mal sur les moyens de comment faire ça. Puis j'ai fait allusion tantôt, une fois que l'ordonnance est signifiée, que la vidéo, admettons, n'est plus diffusée et tout ça, il reste que la personne qui est victime de ça peut avoir plein d'autres démarches à faire. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir... Bon, il était proposé d'avoir comme un guichet unique pour que la personne n'ait pas affaire avec plusieurs instances, par exemple, pour rétablir sa réputation, rétablir sa cote de crédit et tout ça. Est-ce que c'est un mécanisme qu'on peut avoir ou que l'Office pourrait développer pour faciliter les choses? Mais, dans le fond, le rôle de l'Office, je comprends ce que vous proposez. Dans le fond, le rôle de l'Office, c'est d'administrer la loi sur la protection du consommateur, d'être le régulateur dans certaines situations.
Là, ce qui est demandé, supposons, c'est les recours personnels de l'individu. Fait que, tu sais, l'Office va le conseiller sur les recours que la personne peut prendre en vertu de la loi sur la protection du consommateur, mais elle ne prendra pas fait et cause pour elle dans le cadre d'un litige civil ou est-ce que, supposons, de droit commun en dommages-intérêts, ou c'est pas elle qui va faire les démarches non plus. Donc, c'est pas le rôle de l'Office. L'Office, dans le fond, c'est d'offrir un service. L'Office a des trousses d'informations. Les gens sont formés pour répondre aux questions en matière de consommation. Mais pour les recours de droit commun, c'est pas le rôle de l'Office de faire les recours de droit commun à la place. Mais, on a vu tantôt à l'article 272, il y a les différents recours dans la loi qui sont à la portée, puis l'Office conseille en fonction des recours. Restitution, résolution, diminution de la prestation en conséquence, qui n'aurait pas acheté le bien pour ça. Maintenant, une autre chose qui était proposée, c'était d'avoir une mesure de protection pour la victime, une mesure de protection immédiate pour la victime sur son dossier de crédit, par exemple, parce que pour qu'elle puisse, elle n'ait pas à faire la démonstration qu'elle n'a pas fait quelque chose de mal, je vais le dire comme ça, et avoir à prouver ça parce que c'est quand on n'a pas fait quelque chose, c'est difficile de le prouver. Et puis, quand sa cote de crédit est affectée, bien, ça a plein d'autres répercussions sur sa vie, même de tous les jours. Là. Oui. Mais je suis conscient de ça, mais par contre, c'est pas dans le cadre de la loi sur la protection du consommateur. Alors, ce genre de mesure-là pourrait se faire dans quel autre cadre? Bien, il y a l'accès à l'information, notamment, la commission d'accès à l'information. Mais, tu sais, pour l'Office de la protection du consommateur, on va orienter vers les gens, vers des organismes communautaires, des organismes de soutien, tout ça. Mais c'est pas l'OPC qui fait ce travail-là relativement au dossier personnel des individus. OK. Donc, autrement dit, puis c'est un petit peu la posture que prenait Mme Barrette quand elle est venue. C'est très bien le projet de loi parce que le pouvoir d'ordonnance qui va faire arrêter la diffusion d'une image utilisée sans consentement. Mais après ça, la personne va devoir se débrouiller, continuer à se débrouiller tout seul pour les autres aspects que ça va avoir. En fait, il y a la police, il y a l'OPC, il y a des organismes communautaires qu'on finance en matière de droits des consommateurs. Donc, il y a quand même un filet aussi qui est là. C'est ça. Mais pour celle qui s'est fait prendre son image, comme elle disait, quand elle est allée à la police ne peut pas l'aider. C'était quelque chose a changé? Ou? Non, la police peut toujours l'aider quand il s'agit des cas de fraude. Là. C'est une infraction criminelle, la fraude. Oui, mais l'utilisation de son image, ça semblait pas, en tout cas, dans mon souvenir, elle semblait pas avoir eu beaucoup d'aide de ce côté-là. Ben là, moi, j'agis dans le cadre de mes responsabilités. Donc, j'ai trouvé un moyen d'aider les victimes qui sont victimes d'usurpation, mais également des victimes qui se font avoir avec les publicités en matière de protection du consommateur. Le code criminel prévoit la fraude. Alors, les services de police peuvent recevoir les plaintes. Et là, évidemment, c'est un processus qui est plus long que nous. C'est ça, effectivement. Puis, est-ce qu'il y a un suivi des plaintes? Par exemple, si je fais une plainte à l'Office de protection des consommateurs, qu'il y a une ordonnance qui est faite, est-ce que la personne plaignante va savoir si l'Office a déjà émis l'ordonnance ou elle a donné un 10 jours de délai? On tient à informer le consommateur de sa plainte en lien avec la plainte. Puis est-ce que, par exemple, parce que tantôt vous disiez quelque chose de très intéressant sur
le projet, pas le projet, mais la loi visant à contrer l'utilisation sans consentement d'images intimes, à savoir qu'il y a une soixantaine de cas qui ont été visés par la loi. Est-ce que, dans le cas de cette loi-ci, est prévu un genre de reddition de compte ou de rapport où annuellement on pourrait... L'Office, dans le cadre de son rapport annuel, a le nombre de statistiques relativement aux plaintes. Je pense que l'an passé, ils ont eu 130 000 appels. 130 000 appels de demandes de renseignement l'an passé. Fait que c'est sûr que lorsque l'Office prend des actions, supposons en matière pénale ou en matière, supposons-le maintenant en matière d'ordonnance, mais c'est sûr que ça va être dans le rapport annuel des activités. Okay. Donc, mais je comprends que 130 000 plaintes, tout ça, mais est-ce que... demande de renseignement aussi. Demande de renseignement aussi, mais est-ce que, par exemple, il y aurait l'information sur ce type de plainte ou sur le nombre d'ordonnances qui ont été émises? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait figurer dans le... Oui, ça va être dans le rapport annuel. Ça va être dans le rapport annuel. Donc... Voyez-vous, 30 000 plaintes l'an passé, 130 000 appels. Oui, ça, c'est globalement, mais on n'a pas... là, évidemment, cette loi-là n'existait pas, mais est-ce que, par exemple, dans le rapport annuel, dans 1 an ou dans 2 ans, on pourrait y lire que le président de l'Office a signifié, je sais pas moi, 50 ordonnances, et puis les résultats de ça? Monsieur le Président, vous prenez l'engagement de mettre dans votre rapport annuel le nombre d'ordonnances que vous allez avoir émises? Tout à fait. La réponse est tout à fait. Merci. Signer papier. Vous le C'est enregistré, c'est enregistré. Vous l'enverrez à la prison du Parlement, si jamais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le 318.5? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions sur le 318.5, on a fait l'ensemble de l'article 5 tel qu'amendé. Est-ce que l'article 5 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Alors, on revient donc, j'ai besoin du consentement, c'est pas grave, je vous le demande, on revient à l'article 4. Consentement? Consentement. Alors, Monsieur le ministre, je vais vous demander de faire la lecture qui était pas un miroir, mais un... Oui, l'article 278 de cette loi est modifié par l'insertion dans ce qui précède le paragraphe A et après 260.29.1 de même que quiconque ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l'article 318.1. Commentaire. Cet article modifie l'article 278 de la Loi sur la protection du consommateur afin de prévoir la sanction pénale applicable en cas de non-respect d'une ordonnance visée à l'article 318.1 de cette loi que l'article 5 du projet de loi propose d'introduire. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 4? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 4 est adopté? Adopté. Oh, attendez. Monsieur le député, Je vous m'excuse. avez levé la main.